j'essaye d'analyser comment nous sommes dans un mouvement historique qui conduit à une convergence, et pas seulement en termes de grande puissance, en termes géopolitiques, mais aussi dans le fait que nous sommes en train de rejoindre une situation qui a été tout à fait normale pendant toute l'histoire de l'humanité, qui est le fait qu'en moyenne, les habitants de la planète, d'un bout à l'autre de la planète, ont vécu avec un niveau de consommation matérielle et un niveau de consommation énergétique grosso modo identiques en moyenne. Et c'est ça qui me paraît le mouvement essentiel de l'aventure, de la civilisation humaine à l'heure actuelle. Et donc on est dans ce mouvement de convergence qui est un mouvement de clôture de l'exception occidentale qui avait vu au contraire cette situation tout à fait exceptionnelle où les habitants des pays dits riches avaient un niveau de consommation matérielle et énergétique très supérieur à celui du reste des habitants de la planète. On est en train de fermer cette parenthèse exceptionnelle. Et on la ferme dans une situation qui est la situation d'une crise écologique extrêmement grave. C'est-à-dire que ce mouvement de convergence se fait dans une situation où les ressources écologiques, où la capacité de la biosphère à absorber le choc de l'activité humaine ne sont plus suffisantes pour permettre, par exemple, que cette convergence se fasse pour 7 milliards d'habitants au niveau occidental actuel. En dessous du niveau actuel de consommation matérielle, même européen. Parce que vous savez que le niveau de consommation matérielle énergétique des États-Unis, par exemple, est très supérieur à celui qu'il est en Europe. Un moyen d'approcher plus précisément cette notion, c'est de passer par le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Et en gros, le niveau satisfaisant, si on veut éviter un déséquilibre climatique extrêmement important, c'est-à-dire un réchauffement dépassant 2 degrés par rapport à la température de l'époque pré-industrielle, serait de l'ordre de 4-5 tonnes de CO2 ou de gaz à effet de serre par an et par individu, c'est-à-dire un niveau inférieur à ce qu'il est en Europe, mais même presque inférieur à ce qu'il est déjà en Chine. Et après, et ça il faut le dire tout de suite, c'est un enjeu, j'ai parlé en termes de consommation moyenne, la question véritable qui se pose pour que cette mutation, pour que cette métamorphose, pour que ce chemin vers une nouvelle civilisation se fasse, c'est de réduire dans tous les pays les inégalités qui sont extrêmement fortes, parce que ça n'est évidemment pas, par exemple, le smicard en France qui a le même niveau de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétique, que la personne qui a une Mercedes et un yacht, je ne sais où. Je ne suis pas un prophète ou même un prévisionniste, je dis simplement qu'il y a cette tendance historique qui est très lourde et qui s'avance avec, j'allais dire, la fatalité et l'inertie de l'histoire. Après, il y a effectivement 2 réponses qu'on peut envisager schématiquement. L'une qui serait que la situation du capitalisme actuel, la situation de l'oligarchie actuelle, la situation de très grande inégalité et dans laquelle une petite caste veut à tout prix maintenir ses pouvoirs, ses privilèges, se maintient. Et dans ce cas-là, face à la montée des tensions sociales, face à la montée des tensions écologiques, face au désordre et à la concurrence, vous l'avez signalé, pour les ressources entre les pays, entre les régions, on pourrait aller vers une crispation autoritaire, vers une répression de plus en plus grande, vers des phénomènes de guerre civile, vers des phénomènes de guerre entre les nations, vers des phénomènes de stigmatisation de l'étranger, vers la xénophobie, etc. L'autre option, c'est que les mouvements populaires, la société civile, la conscience, le bon sens généralement partagé, qui l'est beaucoup plus qu'on ne l'imagine, arrive à changer la donne et aille beaucoup plus en imposant par des moyens politiques une réduction des inégalités, parviennent à aller dans la direction de cette plus grande sobriété, de cette baisse de la consommation matérielle, tout en développant des liens sociaux beaucoup plus riches, tout en développant les activités économiques plus en accord avec l'écologie, avec les ressources de la biosphère, et aille dans cette voie pacifique. À l'heure actuelle, je trouve que les signaux
pour les deux options sont aussi forts. C'est-à-dire qu'on voit effectivement un raidissement des systèmes oligarchiques, on voit toujours à l'œuvre la stratégie du choc qu'avait très bien décrite Naomi Klein, mais on voit aussi de l'autre côté de plus en plus des mouvements qui ne gagnent pas toujours, qui ne remportent pas toujours les victoires, mais qui manifestent que fondamentalement l'idée qu'un autre monde est possible est largement partagée. Et de ce point de vue-là, ces deux forces en ce moment s'équilibrent. Je pense en revanche que les choses ne se situe pas dans un avenir très lointain, mais que c'est dans les prochaines années que ce grand rééquilibrage va se jouer. Le discours économique dominant, qui est en fait un matraquage, répète sans arrêt que la croissance est la seule solution. Je ne suis pas sûr, à vrai dire, que les gens, la société, si elle pouvait entendre une vision alternative, serait aussi convaincue de la nécessité de la croissance. En deux mots, pourquoi est-ce qu'il y a une telle obsession de la croissance ? C'est parce que c'est le moyen de maintenir cette très forte inégalité qui existe à l'heure actuelle. Si il y a une certaine croissance, eh bien, le niveau de vie de toute la société pourra augmenter par exemple de 1%, donc les gens auraient le sentiment que leur situation s'améliore et seraient dans ce cas-là indifférents au fait qu'une autre partie de la société prend 3 ou 4% d'augmentation des revenus. C'est-à-dire que la croissance permet de dissimuler les phénomènes d'inégalité qui se produisent à notre époque. La deuxième chose, c'est que la très grande dépendance à l'égard des marchés financiers et le refus de remettre en cause le pouvoir financier, le refus de remettre en cause le pouvoir des banques, fait qu'il faut de la croissance pour rembourser la dette. Puisque la dette augmente, et donc la seule solution dans le système économique conservateur dans lequel nous sommes, c'est d'avoir une croissance. Mais on peut tout à fait imaginer un monde sans croissance du PIB, un monde qui ne recourrait pas à cet indicateur, et qui recourrait à d'autres indicateurs pour orienter l'activité économique. Parce que finalement, le vrai problème économique dans lequel nous sommes, c'est pas celui de la croissance ou de la dette, c'est celui, d'une part, de notre harmonie, si je peux employer ce mot, notre bonne entente, pour employer cette image, avec la planète, avec l'environnement, avec les ressources de la biosphère, et par ailleurs, la question du chômage et de l'emploi, et qui est absolument essentiel pour l'équilibre de la société, pour la dignité des membres de cette société. Et on se trouve dans une situation où la croissance ne répond plus à la question de l'emploi. Parce qu'il faudrait une croissance de 5 ou 10% pour répondre à la situation de l'emploi. Donc on a là un système qui est totalement bloqué, qui est totalement verrouillé. Il faut effectivement non seulement changer le PIB, mais il faut abandonner l'idée du PIB et de la croissance du PIB pour trouver d'autres indicateurs à notre activité économique. Les atouts, c'est que malgré la poussée du capitalisme et la mainmise de l'oligarchie sur le système politique et économique européen, on a réussi à préserver, beaucoup mieux qu'aux États-Unis, un système de sécurité collective, au sens de sécurité sociale collective, qui reste assez robuste. Et cette préoccupation, cette idée que la société doit trouver le moyen de répondre aux questions de santé, d'éducation, de retraite, de manière commune, est toujours bien présente et encore inscrite dans nos institutions. La deuxième chose, c'est que l'Europe, tout en ayant un niveau de prospérité qui est très grand, il faut se le rappeler, est quand même mieux engagée que par exemple les États-Unis dans l'idée de l'économie d'énergie, dans l'idée de développement des énergies renouvelables, dans l'idée d'une politique écologique. La troisième chose, c'est que l'Europe a réussi à unir des cultures, des identités, des personnalités nationales totalement différentes, tout en étant un vrai espace de paix. Nous sommes très différents les uns des autres, et pourtant nous sommes, malgré les difficultés, unis dans cette idée que notre destin est européen. Et ça, c'est une chose qui en soi est très importante, et aussi importante pour le reste du monde. Parce que dans le monde de l'avenir, il va falloir construire une société humaine qui sera unie, qui sera solidaire notamment par rapport à la question écologique et climatique, mais où évidemment la personnalité propre et forte des Chinois, des Brésiliens, des Guatémaltèques, des Nigériens sera toujours vivante. De ce point de vue-là, l'Europe peut être un modèle. Et puis un dernier aspect, qui est que l'Europe n'est pas une puissance menaçante, à la différence notamment des États-Unis. Elle n'est pas une puissance militairement menaçante. Et dans le monde de paix vers lequel il faut aller, c'est quelque chose de très important. Parce que la paix prépare la paix, contrairement à l'adage, et c'est la violence qui prépare la violence. Donc de ce point de vue-là, l'Europe a beaucoup d'atouts. Son grand handicap,
évidemment et malheureusement, c'est que les politiques, notamment au sein de la Commission européenne et d'un certain nombre de dispositifs, les politiques à l'heure actuelle des institutions politiques européennes sont orientées dans une vue de soumission au marché, de soumission au capitalisme, de libre-échange généralisé. Et là, on retombe dans le problème politique global qu'on a évoqué précédemment. La situation du nucléaire en France, de l'énergie nucléaire, est très symptomatique du fonctionnement précisément des mécanismes oligarchiques, c'est-à-dire le refus de discuter ouvertement, le refus de mettre les données sur la table et de confronter de manière ouverte les contre-expertises. Donc la question nucléaire en France, je dirais, c'est même pas la question d'être pour ou contre. C'est pas dans ces termes-là qu'il faut le poser. Il faut poser les termes dans la question de poser les éléments d'information sur la table, d'en discuter ouvertement, précisément de manière démocratique, pour voir quels seraient les meilleurs choix. Mais pour l'instant, on est toujours dans une impasse dans laquelle une petite caste de polytechniciens, d'ingénieurs des mines, bloque tout à fait l'évolution des débats et des esprits sur cette question. Ça m'ennuierait de citer une personne, parce qu'il y a 10-15 noms de personnes, d'écrivains qui me viendraient à l'esprit. Moi, ce que je trouve intéressant dans le mouvement écologique et sans doute dans d'autres mouvements sociaux, c'est précisément c'est un mouvement. Donc c'est des collectifs. Par exemple, si on en restait à l'histoire des idées de l'écologie, on citerait Illich, Gore, Jonas, Murray Bookchin, d'autres. Et chacun est absolument important, mais aucun ne peut représenter l'ensemble de la gamberge de la réflexion collective ou de l'action collective, parce qu'on pourrait aussi citer des gens courageux ou courageuses qui se sont battus. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un concert. Vous voyez, c'est pas le chef d'orchestre, il n'y a pas un chef d'orchestre Barenboim ou Karajan, c'est l'orchestre philharmonique de Vienne, mettons, si on était dans le domaine de la musique classique. Donc je n'ai pas de super-héros et j'ai en revanche beaucoup de foi et d'espoir et souvent d'admiration dans les collectifs qui se créent, même s'il y a des personnes qui émergent, des collectifs qui se créent qui arrivent à changer les choses.